Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous sommes toujours dans notre saga Amadou Kourouma. Nous avons lu la dernière fois Les soleils des indépendances. Aujourd'hui, nous lisons Allah n'est pas obligé. Et pour le coup, je vous avoue que ce roman, je ne l'ai jamais lu et je le lis, je le découvre tout autant que vous. Nous commençons avec le chapitre 1. Mais le chapitre 1 étant assez long car les chapitres des romans d'Amadou Kourouma sont très longs, j'ai décidé de scinder ce chapitre en deux parties. Donc nous commençons la première partie du chapitre 1. Je décide le titre définitif et complet de mon blablabla est Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes ces choses ici-bas. Voilà. Je commence à compter mes salades. Et d'abord, m'appelle Birahima. Suis-tu nègre? Pas parce que je suis black et gosse, non. Mais suis-tu nègre parce que je parle mal le français? C'est moi, c'est comme ça. Même si on est grand, même vieux, même arabe, chinois, blanc, russe, même américain. Si on parle mal le français, on dit on parle tinègre. On est tinègre quand même. Ça, c'est la loi du français de tous les jours qui veut ça. Et mon école n'est pas arrivée très loin. J'ai coupé cours élémentaire 2. J'ai quitté le banc parce que tout le monde a dit que l'école ne vaut plus rien, même pas le pet d'une vieille grand-mère. C'est comme ça on dit en nègre noir, africain indigène, quand une chose ne vaut rien. On dit que ça vaut pas le pet d'une vieille grand-mère parce que le pet de la grand-mère, foutu et malingre, ne fait pas de bruit et ne sent pas très très mauvais. L'école ne vaut pas le pet de la grand-mère parce que, même avec la licence de l'université, on n'est pas fichu d'être infirmier ou instituteur dans une des républiques bananières corrompues de l'Afrique francophone. République bananière signifie apparemment démocratique, en fait, régie par des intérêts privés, la corruption. Mais fréquenter jusqu'au cours élémentaire 2 n'est pas forcément autonome et mirifique. On connaît un peu, mais pas assez. On ressemble à ce que les nègres noirs africains indigènes appellent une galette aux deux faces braisées. On n'est plus villageois sauvages comme les autres noirs nègres africains indigènes. On entend et comprend les noirs civilisés et les toubabs, sauf les anglais comme les américains noirs du Libéria. Mais on ignore géographie, grammaire, conjugaison, division et rédaction. On n'est pas fichu de gagner l'argent facilement comme agent de l'État dans une république foutue et corrompue comme en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. Et 3. Suis insolent, incorrect comme barbe d'un bouc et parle comme un salopard. Je dis pas comme les nègres noirs africains indigènes, bien cravatés, merde, putain, salaud. J'emploie les mots malinqués comme faforo. Faforo signifie sexe de mon père ou du père ou de ton père. Comme Nyamokode. Nyamokode signifie bata ou batadise. Comme Walae. Walae signifie au nom d'Allah. Les malinqués, c'est ma race à moi. C'est la sorte de nègres noirs africains indigènes qui sont nombreux au nord de la Côte d'Ivoire, en Guinée et dans d'autres républiques bananières et foutues comme Gambie, Sierra Leone et Sénégal là-bas, etc. Et 4. Je veux bien m'excuser de vous parler vis-à-vis comme ça parce que je ne suis qu'un enfant. Suis 10 ou 12 ans. Il y a 2 ans, grand-mère disait 8 et maman 10. Et je parle beaucoup. Un enfant poli écoute, ne gâte pas la palabre. Il ne cause pas comme un oiseau gendarme dans les branches de figuier. Ça, c'est pour les vieux aux barbes abondantes et blanches. C'est ce que dit le proverbe. Le genou ne porte jamais le chapeau quand la tête est sur le cou. C'est ça les coutumes au village. Mais moi, depuis longtemps, je m'en fous des coutumes du village. Entendu que j'ai été au Libéria, que j'ai tué beaucoup de gens avec Kalachnikov ou Kalash et me suis bien camé avec Canif et les autres drogues dures. Et 5. Pour raconter ma vie de maître de bordel de vie dans un parler approximatif, un français passable pour ne pas mélanger les pédales dans les gros mots. Je possède 4 dictionnaires. Primo, le dictionnaire Larousse et le Petit Robert. Secondo, l'inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire. Et tertio, le dictionnaire Araps. Ces dictionnaires me servent à chercher les gros mots, à vérifier les gros mots et surtout à les expliquer. Il faut expliquer parce que mon blablabla est à lire par toutes sortes de gens, des toubabs. Toubab signifie blanc. Colons
des Noirs indigènes sauvages d'Afrique et les francophones de tout gabarit. Gabarit signifie genre. Le Larousse et le Petit Robert me permettent de chercher, de vérifier et d'expliquer les gros mots du français de France aux Noirs, nègres, indigènes d'Afrique. L'inventaire des particularités lexicales du français d'Afrique explique les gros mots africains au toubab français de France. Le dictionnaire Araps explique les gros mots pidgin à tout francophone qui ne comprend rien de rien au pidgin. Comment j'ai pu avoir ces dictionnaires? Ça, c'est une longue histoire que je n'ai pas envie de raconter maintenant. Maintenant, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas envie de me perdre dans du blabla. Voilà, c'est tout. Afaforo, culte de mon papa. Et 6. C'est vrai, je suis pas chic et mignon, je suis maudit parce que j'ai fait du mal à ma mère. Chez les nègres noirs africains indigènes, quand tu as fâché ta maman et si elle est morte avec cette colère dans son cœur, elle te maudit. Tu as la malédiction et rien ne marche chez toi et avec toi. Je suis pas chic et mignon parce que je suis poursuivi par les Yamas de plusieurs personnes. Yama est un gros mot nègre noir africain indigène qu'il faut expliquer aux Français blancs. Il signifie, d'après inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire, l'homme qui reste après le décès d'un individu. L'homme qui devient une force immanente, mauvaise, qui suit l'auteur de celui qui a tué une personne innocente. Et moi, j'ai tué beaucoup d'innocents au Libéria et en Sierra Leone où j'ai fait la guerre tribale, où j'ai été enfant soldat, où je me suis bien drogué aux drogues dures. Je suis poursuivi par les Nyamas, donc tout se gâte chez moi et avec moi. Yamoko D. Batadiz. Me voilà présenté en 6 points par un de plus en chair et en os avec en plume ma façon incorrecte et insolente de parler. Ce n'est pas en plume qu'il faut dire, mais en prime. Il faut expliquer en prime aux nègres noirs africains indigènes qui ne comprennent rien à rien. D'après Larousse, en prime signifie ce qu'on dit en plus, en arabe, en rab. Voilà ce que je suis. C'est pas un tableau réjouissant. Maintenant, après m'être présenté, je vais vraiment compter ma vie de maître de damné. Asseyez-vous et écoutez-moi, et écrivez tout et tout. Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes ces choses. Faforo, cesse de mon papa. Avant de débarquer au Libéria, j'étais un enfant sans peur ni reproche. Je dormais partout, chapardais tout et partout pour manger. Grand-mère me cherchait des jours et des jours. C'est ce qu'on appelle un enfant de la rue. J'étais un enfant de la rue. Avant d'être un enfant de la rue, j'étais à l'école. Avant ça, j'étais un bilakoro au village de Togobala. Bilakoro signifie, d'après l'inventaire des particularités lexicales, garçon non circoncis. Je courais dans les rigoles, j'allais au champ, je chassais les souris et les oiseaux dans la brousse. Un vrai enfant nègre noir africain broussard. Avant tout ça, j'étais un gosse dans la case avec maman. Le gosse, il courait entre la case de maman et la case de grand-mère. Avant tout ça, je marchais à 4 pattes dans la case de maman. Avant de marcher à 4 pattes, j'étais dans le ventre de ma mère. Avant ça, j'étais peut-être dans le vent, peut-être un serpent, peut-être dans l'eau. On est toujours quelque chose comme serpent, arbre, bétail ou homme ou femme avant d'entrer dans le ventre de sa maman. On appelle ça la vie avant la vie. J'ai vécu la vie avant la vie. Yamoko Dei, Batadiz. La première chose qui est dans mon intérieur, en français correct, on ne dit pas dans l'intérieur, mais dans la tête. La chose que j'ai dans l'intérieur ou dans la tête, quand je pense à la case de ma mère, c'est le feu, la brûlure de la braise, un tison de feu. Je ne sais pas le nombre de mois que j'étais au temps où je me suis braisé l'avant-bras. Braiser signifie dans l'inventaire des particularités lexicales cuit à la braise. Ma maman n'avait pas compté mon âge et mes mois. Elle n'en avait pas le loisir vu qu'elle souffrait tout le temps, pleurait tout le temps. J'ai oublié de vous dire quelque chose de fondamental, de formidablement important. Ma maman marchait sur les fesses. Voilà, hey, au nom d'Allah. Sur les 2 fesses. Elle s'appuyait sur les 2 mains et la jambe gauche. La jambe gauche, elle était malingre comme un bâton de berger. La jambe droite qu'elle appelait sa tête de serpent écrasée était coupée, handicapée par l'ulcère. L'ulcère, d'après mon dictionnaire Larousse, est une plaie persistante avec écoulement de pus.
C'est comme ça on appelle une plaie à la jambe qui ne guérit jamais et qui finit par tuer la malade. L'ulcère de maman était dans des feuilles émitouflées, dans du vieux pagne. Émitouflé signifie d'après Larousse enveloppé. La jambe droite était toujours suspendue en l'air. Maman avançait par à coups sur les fesses comme une chenille. Pas à coups, c'est l'arrêt brusque suivi d'une reprise brutale. Moi, je marchais à quatre pattes. Je me le rappelle, je peux le compter, mais je n'aime pas le dire à tout le monde parce que c'est un secret. Parce que quand je le compte, je tremble de douleur comme un peureux par la brûlure de feu dans ma chair. Je courais, tournais à quatre pattes. Elle me poursuivait. J'allais plus vite qu'elle, elle me poursuivait, sa jambe droite en l'air. Elle allait sur les fesses, pas à coups, en s'appuyant sur les bras. Je suis allée trop vite, trop loin, et je ne voulais pas me faire rattraper. J'ai foncé, j'ai bousculé dans la braise ardente. La braise ardente a fait son travail, elle a grillé mon bras. Elle a grillé le bras d'un pauvre enfant comme moi parce que Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes les choses qu'il fait sur terre. La cicatrice est toujours là sur mon bras. Elle est toujours dans ma tête et dans mon ventre. Disent les Africains noirs et dans mon cœur. Elle est toujours dans mon cœur, dans tout mon être comme les odeurs de ma mère. Les odeurs exécrables de ma mère ont imbibé mon corps. Exécrable signifie très mauvais, imbibé signifie mouillé, pénétré d'un liquide d'après Larousse. Yamoko Dei, bâtard. Donc, quand j'étais un enfant mignon au centre de mon enfance, il y avait l'ulcère qui mangeait et pourrissait la jambe droite de ma mère. L'ulcère pilotait ma mère. Piloter, c'est guider dans un lieu. L'ulcère pilotait ma mère et nous tous. Et autour de ma mère et de son ulcère, il y avait le foyer. Le foyer qui m'a braisé le bras. Le foyer fumait ou tisonnait. Tisonner, c'est remuer les tisons d'un feu pour l'attiser. Autour du foyer, des canaries. Canaries signifie, d'après l'inventaire des particularités lexicales, vase en terre cuite de fabrication artisanale. Encore, des canaries, toujours des canaries, pleins de décoctions. Décoction, c'est la solution obtenue par l'action de l'eau bouillante sur des plantes. Des décoctions pour laver l'ulcère de maman. Au fond de la case, des canaries s'alignaient encore contre le mur. Entre les canaries et le foyer, il y avait ma mère et son ulcère dans la natte. Il y avait moi, il y avait le féticheur, le chasseur et guérisseur, Bala aussi. Bala était le guérisseur de ma maman. C'était un type chic, formidable. Ça connaissait trop de pays et de choses. Allah lui avait donné 100 autres chances, qualités et possibilités incroyables. C'était un affranchi. C'est comme ça on appelle un ancien esclave libéré d'après Larousse. C'était un donzon rare. C'est comme ça on appelle un maître chasseur qui a déjà tué un fauve noir et un génie malfaisant. D'après l'inventaire des particularités lexicales, c'était un cafre. C'est comme ça on appelle un homme qui refuse la religion musulmane et qui est plein de fétiches. D'après l'inventaire des particularités lexicales, il a refusé de brûler ses idoles, donc n'est pas musulman. Ne fait pas les 5 prières par jour, ne jeûne pas un mois par an. Le jour de sa mort, aucun musulman ne doit aller à son enterrement et ne doit pas l'enterrer dans le cimetière musulman. Et personne strictement signifie rigoureux qui ne laisse aucune latitude. Strictement, personne ne doit manger ce qu'il a égorgé. Bala était le seul Bambara. Bambara signifie celui qui a refusé. Le seuf caf du village. Tout le monde le craignait. Il avait le cou, les bras, les cheveux et les poches tout pleins de gris-gris. Aucun villageois ne devait aller chez lui. Mais en réalité, tout le monde entrait dans sa case la nuit et même parfois le jour parce qu'il pratiquait la sorcellerie, la médecine traditionnelle, la magie et 1000 autres pratiques extravagantes. Extravagant signifie qui dépasse exagérément la mesure. Tout ce que je parle et déconner, c'est faire ou dire des bêtises. Et je bafouillerai, c'est lui qui me l'a enseigné. Il faut toujours remercier l'arbre de carité sous lequel on a ramassé beaucoup de bons fruits pendant la bonne saison. Moi, je ne serai jamais ingrat envers Bala. Faforo, cesse de son père. Yamoko Dei, bâtard.
La case de maman s'ouvrait par deux portes. La grande porte sur la concession de la famille et la petite porte sur l'enclos. À quatre pattes, je roulais partout, m'accrochais à tout. Des fois, je tombais dans l'ulcère. Maman hurlait de douleur. L'ulcère saignait. Maman hurlait comme l'hyène dont les pattes sont coincées dans les dents d'un gros piège à loup. Elle pleurait. Elle avait trop de larmes, toujours des larmes dans le profond du creux des yeux et des sanglots plein la gorge qui toujours l'étouffaient. Arrête les larmes, arrête les sanglots, disait grand-mère. C'est Allah qui crée chacun de nous avec sa chance, ses yeux, sa taille et ses peines. Il t'a né avec les douleurs de l'ulcère. Il t'a donné de vivre à tout ton séjour sur cette terre dans la natte, au fond d'une case près d'un foyer. Il faut redire Allah Koubarou. Allah Koubarou, Allah est grand. Allah ne donne pas de fatigue sans raison. Il te fait souffrir sur terre pour te purifier et t'accorder demain le paradis, le bonheur éternel. Elle essuyait ses larmes, avalait les sanglots. Nous recommencions nos jeux. Nous commencions à nous poursuivre dans la case. Et un autre matin, elle arrêtait de jouer et pleurait de douleur et s'étranglait de sanglots. Tu devrais, au lieu de te plaindre, prier Allah Koubarou. Allah Koubarou. Tu devrais remercier Allah de sa bonté. Il t'a frappé ici sur terre pour des jours limités de douleur. Des douleurs 1000 fois inférieures à celles de l'enfer. Les douleurs de l'enfer que les autres condamnés, mécréants et méchants, souffriront pour l'éternité. Grand-mère disait cela et demeurait à ma maman de prier et demandait à ma maman de prier. Ma maman essuyait encore les larmes et priait avec grand-mère. Quand mon bras a braisé, maman a trop pleuré, a trop gonflé la gorge et la poitrine avec des sanglots. Grand-mère et mon père sont venus tous les deux. Ils se sont fâchés tous les deux, ont réprimandé tous les deux ma mère. C'est une haute épreuve d'Allah. Épreuve signifie ce qui permet de juger la valeur d'une personne. C'est parce que Allah te réserve un bonheur supplémentaire dans son paradis qu'il te frappe encore sur terre d'ici d'un malheur complémentaire. Ma maman a essuyé les larmes, a avalé les sanglots et a dit des prières pour grand-mère. Et maman et moi avons repris nos jeux. Bala disait qu'un enfant n'abandonne pas la case de sa maman à cause des odeurs d'un pet. Je n'ai jamais craint les odeurs de ma maman. Il y avait dans la case toutes les puanteurs, le pet, la merde, le pipi, l'infection de l'ulcère, l'acre de la fumée et les odeurs du guérisseur Bala. Mais moi, je ne les sentais pas, ça ne me faisait pas vomir. Toutes les odeurs de ma maman et de Bala avaient du bon pour moi. J'en avais l'habitude. C'est dans ces odeurs que j'ai mieux mangé, mieux dormi. C'est ce qu'on appelle le milieu naturel dans lequel chaque espèce vit. La case de maman avec ses odeurs a été mon milieu naturel. C'est dommage qu'on ne connaît pas ce qu'a été le monde avant de la naissance. Des matins, j'essaie d'imaginer ce que maman était avant son excision, comment elle chantait, dansait et marchait avant son excision. Et quand elle était jeune fille, vierge. Grand-mère et Bala m'ont dit qu'elle était jolie comme une gazelle, comme un masque gourou. Moi, je l'ai toujours vue ou couchée sur les fesses, jamais sur les jambes. Sûre qu'elle était excitante et irrésistible. Parce que, après tant de temps dans la merde et ses odeurs, les fumées, les douleurs, les larmes, il restait encore quelque chose de merveilleux dans le creux du visage. Quand le creux du visage ne débordait pas de larmes, il s'éclairait d'une lueur. Quelque chose comme une perle perdue, ébréchée. Ébréchée signifie endommagée sur le bord. Une beauté pourrie comme l'ulcère de sa jambe droite, une lueur qui se voyait plus dans la fumée et les odeurs de la case. Faforo. Voilà hé. Quand maman était jolie, appétissante et vierge, on l'appelait Bafitini. Même complètement foutue et pourrie, Bala et grand-mère continuaient encore à l'appeler Bafitini. Moi qui l'ai toujours vu que dans son état déplorable de dernière décomposition multiforme et multicolore, je l'ai toujours appelé Ma, sans autre forme de procès. Simplement Ma, ça venait de mon ventre, disent les Africains, de mon cœur, disent les Français de France. Grand-mère dit que Ma est née à Sigiri. C'était un de ces nombreux lieux pourris de Guinée, de Côte d'Ivoire, de Sierra Leone où les piocheurs et casseurs de cailloux trouvent de l'or. Grand-père était grand trafiquant d'or. Comme tout trafiquant riche, il achetait beaucoup de femmes, de chevaux, de vaches et de grands boubous amidonnés.
Les femmes et les vaches ont produit beaucoup d'enfants pour loger les femmes, les enfants, les veaux, la famille, le bétail et l'or. Il achetait et construisait beaucoup de concessions. Grand-père avait des concessions dans tous les villages de baraquements où des aventuriers marchands d'or se défendaient. Ma grand-mère était la première femme de grand-père, la mère de ses premiers enfants. C'est pourquoi il l'avait envoyée au village pour gérer la concession familiale. Il ne l'avait pas laissée dans les villages aurifères où il y a beaucoup de voleurs, d'assassins, de menteurs et de vendeurs d'or. L'autre motif pour moi, grand-mère restait au village, c'était pour empêcher que maman meure par arrêt net du cœur et pourrissement définitif de l'ulcère. Maman disait que la douleur allait la tuer sans faute la nuit, que grand-mère la quitterait pour aller trouver les égorgeurs de femmes de baraquement, des chercheurs d'or ou grand-père trafiquait. Grand-mère aimait beaucoup maman, mais elle ne connaissait pas sa date de naissance. Elle ne connaissait pas non plus le jour de sa naissance dans la semaine. La nuit où elle a accouché de ma mère, elle était trop occupée. Bala m'expliquait que cela n'avait pas d'importance et n'intéressait personne de connaître sa date et son jour de naissance vu que nous sommes tous nés un jour ou un autre et dans un lieu ou un autre et que nous allons tous mourir un jour ou un autre et dans un lieu ou un autre pour être tous enfouis sous le même sable, rejoindre les aïeux et connaître le même jugement suprême d'Allah. La nuit de la naissance de ma mère, ma grand-mère était trop occupée à cause aussi de mauvais signes apparaissant un peu partout dans l'univers. Cette nuit-là, il y avait beaucoup de mauvais signes dans le ciel et sur la terre, comme les hurlements des hyènes dans la montagne, les cris des hiboux sur les toits de cases, tout ça pour prédire que la vie de ma mère allait être terriblement et malheureusement malheureuse. Une vie de merde, de souffrance, de damnée, etc. Bala a dit qu'on a fait des sacrifices, mais pas suffisamment assez pour éteindre tout le mauvais destin de ma mère. Les sacrifices, c'est pas forcé que toujours Allah et les mânes des ancêtres les acceptent. Allah fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'accéder. Accéder signifie donner son accord à toutes les prières des pauvres humains. Les mânes font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés d'accéder à toutes les chiaderies des prieurs. Grand-mère m'adorait, moi. Birahima comme un chéri. Elle m'aimait plus que tous ses autres petits-enfants. Chaque fois que quelqu'un me lui donnait des morceaux de sucre, des mangues bonnes et douces, de la papaye et du lait, c'était pour moi seule. Elle ne les consommait jamais. Elle les cachait dans un coin de sa case et me les donnait quand j'y entrais en sueur, fatigué, assoiffé, affamé comme un vrai mauvais garçon de la rue. Ma maman, quand elle était jeune, vierge et jolie comme un bijou, elle vivait dans un village où grand-père trafiquait l'or et où il y avait de nombreux vendeurs d'or, bandits et violets et égorgeaient les jeunes filles non encore excisées. C'est pourquoi elle n'a pas attendu longtemps. Dès le premier harmattan, elle est retournée au village pour participer à l'excision et à l'initiation des jeunes filles qui a lieu une fois par an quand souffle le vent du nord. Personne dans le village de Togobala ne savait d'avance dans quelle savane aurait lieu l'excision. Dès les premiers chants des coqs, les jeunes filles sortent des cases et, à la queue le le signifie à la file l'un après l'autre, elles entrent dans la brousse et marchent en silence. Elles arrivent sur l'aire de l'excision juste au moment où le soleil pointe. On n'a pas besoin d'être sur l'aire de l'excision pour savoir que là-bas, on coupe quelque chose aux jeunes filles. On a coupé quelque chose à ma mère. Malheureusement, son sang n'a pas arrêté de couler. Son sang coulait comme une rivière débordée dans l'orage. Tous ses camarades avaient arrêté de saigner, donc maman devait mourir sur l'aire de l'excision. C'est comme ça. C'est le prix à payer chaque année à chaque cérémonie d'excision. Le génie de la brousse prend une jeune fille parmi les excisées. Le génie la tue, la garde comme sacrifice. Elle est enterrée sur place là-bas dans la brousse sur l'aire de l'excision. Ce n'est jamais une moche, c'est toujours parmi les plus belles. La plus belle excisée. Ma maman était la plus belle des filles de sa génération. C'est pourquoi le génie de la brousse avait choisi de la retenir pour la mort. La sorcière exciseuse était de la race des Bambara. Dans notre pays, le Orodougou, il y a deux sortes de races, les Bambara et les Malinké. Nous qui sommes des familles Kourouma, Sissoko, Diara, Konate, etc., nous sommes des Malinké, des Dioula, des musulmans.
Les Malinqués sont des étrangers. Ils sont venus de la vallée du Niger depuis longtemps et longtemps. Les Malinqués sont des gens qui ont écouté les paroles d'Allah. Ils prient 5 fois par jour. Ils ne boivent pas le vin de palme et ne mangent pas le cochon ni les gibiers égorgés par un cafre féticheur comme Bala. Dans d'autres villages, les habitants sont des Bambara, des adorateurs des cafres, des incroyants, des féticheurs, des sauvages, des sorciers. Les Bambara sont parfois aussi appelés Lobi, Sénoufo, Kabier, etc. Ils étaient nus avant la colonisation. On les appelait les hommes nus. Les Bambara sont les vrais autochtones, les vrais anciens propriétaires de la terre. L'exciseuse était de la race Bambara. Elle s'appelait Moussokoroni. Et Moussokoroni, en voyant ma maman en train de saigner et en train de mourir, a eu pitié parce que ma maman était alors trop belle. Beaucoup d'adorateurs ne connaissent pas Allah et sont toujours trop méchants, mais quelques-uns sont bons. L'exciseuse avait un bon cœur et elle a travaillé. Avec sa sorcellerie, ses adorations, ses prières, elle a pu arracher ma maman au méchant génie meurtrier de la brousse. Le génie a accepté les adorations et les prières de l'exciseuse et ma maman a cessé de saigner. Elle a été sauvée. Grand-père et grand-mère, tout le monde était content au village et tout le monde a voulu récompenser, payer au prix fort. L'exciseuse, elle a refusé, carrément refusé. Elle ne voulait pas de l'argent du bétail, de la cola, du mil, du vin et des habits ou des coris. Cori signifie coquillage originaire de l'océan Indien qui a joué et joue encore un rôle important dans la vie traditionnelle et sert notamment de monnaie d'échange. Parce qu'elle trouvait que ma maman était trop belle, elle voulait la marier à son fils. Son fils était un chasseur, un cafre, un sorcier, un adorateur, un féticheur, un cafre auquel on ne doit jamais donner en mariage une musulmane, pieuse qui lisait le Coran comme maman. Tout le monde au village a dit non. On a marié maman avec mon père parce que mon père était le cousin de maman, parce qu'il était le fils de l'imam du village. Alors, l'exciseuse sorcière et son fils également magicien se sont tous les deux très fâchés, trop fâchés. Ils ont lancé contre la jambe droite de ma maman un mauvais sort. Un coroté signifie d'après l'inventaire des particularités lexicales poison opérant à distance sur la personne visée. Un djibo signifie fétiche à l'influence maléfique trop fort, trop puissant. Quand maman s'est mariée, a commencé à conserver sa première grossesse, un point noir, un tout petit point noir a germé sur sa jambe droite. Le point noir a commencé à faire mal. On l'a percé. Il a ouvert une petite plaie. On a soigné la petite plaie. Elle n'a pas guéri, mais a commencé à bouffer le pied, à bouffer le mollet. Sans perdre de temps, on est entré chez Bala, on est allé chez les magiciens, les voyants, les marabouts. Tous ont dit que c'est l'exciseuse et son fils qui ont jeté le mauvais sort. On est allé dans le village de l'exciseuse et son fils. C'était trop tard. En temps, l'exciseuse était morte, bien morte de vieillesse et même bien enterrée. Son fils, le chasseur, il était mauvais. Il ne voulait rien entendre, rien comprendre, rien accepter. Il était vraiment méchant, comme un vrai adorateur, un ennemi d'Allah. Maman a accouché de ma grande sœur. Quand ma grande sœur a marché et a commencé à faire des courses comme la plaie continuait à pourrir, on a transporté maman à un village du siècle. C'était avant l'indépendance. Dans l'hôpital, il y avait un docteur blanc, un toubab avec 3 galons sur les épaules, un médecin africain qui n'avait pas de galons, un infirmier major, une sage-femme et beaucoup d'autres noirs qui portaient tous des blouses blanches. Tous les Noirs avec des blouses blanches étaient des fonctionnaires payés par le gouverneur de la colonie. Même pour qu'un fonctionnaire soit bon pour le malade apportait un poulet au fonctionnaire. Ça a toujours été les coutumes en Afrique. Maman a refusé des poulets à 5 fonctionnaires. Tous ont été bons pour maman, tous ont été bien soignés, ont bien soigné maman. Mais la plaie de maman avec la bande et le père Manganate, au lieu de guérir, a continué à beaucoup saigner et trop pourri. Le médecin capitaine dit qu'il va opérer la jambe de maman, couper au genou et jeter tout le pourri au chien des décharges
Heureusement, l'infirmier major à qui maman avait donné son poulet est venu dans la nuit prévenir maman. Il lui a dit que sa maladie n'est pas une maladie pour blancs. C'est une maladie pour Africains noirs, nègres et sauvages. C'est une maladie que la médecine, la science du blanc ne peuvent guérir. C'est la sorcellerie du guérisseur africain qui peut fermer ta plaie. Si le capitaine opérait ta jambe, tu auras dormi, tu vas mourir, complètement mourir, totalement mourir comme un chien, a dit l'infirmier major. L'infirmier était musulman et ne pouvait pas mentir. Grand-père a payé un ânier. Dans la nuit au clair de lune, l'ânier et le guérisseur Bala sont allés à l'hôpital et ont, comme des brigands, enlevé maman. Ils l'ont amenée avant le lever du jour, loin dans la brousse, ils l'ont cachée sous un arbre dans une forêt touffue. Le capitaine s'est fâché et est venu en tenue militaire avec ses galons et ses gardes-cercles au village. Ils ont cherché maman dans toutes les cases du village. Ils ne l'ont pas trouvée. Vu que personne au village ne savait où l'on avait caché dans la brousse, quand le capitaine et ses gars sont partis, le guérisseur Bala et l'ânier sont sortis de la forêt et maman est rentrée dans sa case. Elle a continué à marcher sur les deux fesses. Faforo, sexe de mon père. Tout le monde était maintenant convaincu que l'ulcère de maman était une maladie d'indigène africain noir et qu'elle ne pouvait être soignée par un autre blanc européen, même par un médicament indigène et de sorcier féticheur. Donc, on était en train de réunir des colas, 2 poulets, un blanc et un noir, et puis un bœuf. On allait apporter tous ces objets de sacrifice au fils de l'existence de l'exciseuse qui, avec sa mère, avait lancé par jalousie le mauvais sort, le corroté comme la jambe droite de ma mère. On allait lui demander pardon de retirer le maléfice, le djibo. On était prêts. Mais voilà que très tôt le matin, à la surprise générale, on a vu arriver 3 vieux du village de l'exciseuse. C'étaient de vrais vieillards féticheurs non musulmans. Leur boubou était dégoûtant. Ils étaient vilains et sales comme l'anus de l'hyène, tellement ils provoquaient, tellement ils croquaient les colas que 2 avaient les mâchoires nues complètement, comme les séants d'un chimpanzé. Le 3e lui aussi avait des mâchoires nues, sauf celle d'en bas, avec 2 crocs verdâtres comme fétiches. Tellement il chiquait le tabac, le barbe était rouge comme des poils du gros rat de la case de maman et non pas blanche comme chez les vieillards musulmans qui font 5 ablutions par jour. Il marchait comme escargot, cassé sur bâton. Il était venu avec des colas, des poulets, un noir et un blanc et puis un bœuf. Ils étaient venus chercher pardon à ma mère parce que le fils de la sorcière, le chasseur trop méchant, était mort lui aussi. Il avait voulu avec son fusil tuer un buffle géni dans la profonde brousse. Le buffle l'a encorné, puis balancé avant de le jeter à terre et de le piétiner et de le tuer courageusement avec tous les intestins et entrailles dans la boue. C'était tellement vilain et étonnant qu'on est allé voir les devins et croyants aux paroles solides. Et tous ces devins et voyants ont dit que le méchant buffle n'était pas autre chose qu'un avatar, signifie changement, métamorphose. De ma maman Bafitini, c'est-à-dire que c'était ma maman qui s'était transformée en buffle méchant. C'était ma maman qui avait tué et mangé les âmes de l'excuseur et de son fils. Mangeur d'âme signifie auteur de la mort qui est censé avoir consommé le principe vital de sa victime d'après inventaire des particularités. Ma maman était la plus grande sorcière de tout le pays. Sa sorcellerie était plus forte que celle de l'exciseuse et de son fils. Elle était le chef de tous les sorciers et mangeurs d'âmes du village. Chaque nuit, elle mangeait avec d'autres sorciers les âmes et dans l'ulcère de sa propre jambe. C'est pourquoi sa plaie ne pouvait jamais guérir. Personne dans le monde ne pouvait guérir l'ulcère pourri. C'est elle-même, ma mère, qui voulait marcher sur les fesses avec la jambe droite en l'air
toute sa vie parce qu'elle aimait manger la nuit les âmes des autres et dévorer sa plaie pourrie. Quand j'ai appris tout ça, quand j'ai su la sorcellerie de ma mère, quand j'ai su qu'elle mangeait dans sa jambe pourrie, tellement j'étais surpris, estomaqué, que j'ai pleuré, trop pleuré. 4 jours et nuits. Matin, 5e jour, je suis partie de la case avec décision de ne plus manger avec maman. Tellement je la trouvais dégoûtante. Je suis devenue un enfant de la rue. Un vrai enfant de la rue qui dort avec des chèvres et qui chapade un peu partout dans les concessions et les champs pour manger. Bala et grand-mère sont venus me prendre dans la brousse et m'ont ramené dans la maison. Ils m'ont essuyé les larmes. Ils m'ont demandé de refroidir le cœur. Refroidir le cœur? Le cœur signifie apaiser mon sentiment de colère. Non, dit maman. Ils m'ont essuyé les larmes. Ils m'ont demandé de refroidir le cœur. Refroidir le cœur signifie apaiser mon sentiment de colère, de peine. Et on dit que maman ne pouvait pas être une sorcière. Parce qu'elle était musulmane, les vieillards Bambara, non musulmans, étaient des fiefés menteurs. Ce qu'on dit, Bala et grand-mère ne m'avaient pas bien convaincu. C'était trop tard. Un pet sorti des fesses ne se rattrape jamais. Je continuais à regarder ma mère du coin de l'œil avec méfiance et hésitation dans le ventre. Disent les Africains et dans le cœur, disent les Français. Je n'avais pas peur qu'un jour elle mange mon âme. Je continuais à regarder maman du coin de l'œil avec méfiance et hésitation dans le ventre. Disent les Africains et dans le cœur, disent les Français. J'avais peur qu'un jour elle mange mon âme. Quand on a mangé ton âme, tu ne peux plus vivre. Tu meurs par maladie, par accident, par n'importe quel mal mort. Yamoko Dei Batadiz. Ainsi s'achève la première partie de notre chapitre 1. Lorsque je lisais le titre du roman « Allah n'est pas obligé », j'ai trouvé cela très drôle et très, très véridique. J'ai calqué cela sur nos vies. Il y a certains qui sont nés riches, d'autres sont nés pauvres, d'autres voyagent par jour, par mois, ils peuvent faire plusieurs voyages, qu'on a pris l'avion, d'autres n'ont jamais chômé. Dès qu'ils ont fini, ont eu un travail. Et oui, et j'ai compris que c'était vraiment vrai. Allah n'est vraiment pas obligé. Chacun a son mot, pour ne pas dire chacun a son mal sur terre. Allah n'est vraiment pas obligé de nous rendre justice ou de nous élever tous au même grade. Sur ce, je vous dis bye.